Bienvenue dans le débat. Est-ce un ni guerre ni paix entre les États-Unis et l'Iran? Trump a prolongé le cessez-le-feu avec Téhéran jusqu'à ce que l'Iran présente une proposition et que les discussions soient conclues d'une manière ou d'une autre, a-t-il dit. Téhéran est prêt à négocier si les États-Unis lèvent au préalable le blocus, selon en tout cas l'ambassadeur iranien à l'Organisation des Nations Unies. Mais dans le détroit d'Ormuz, la situation reste explosive. L'Iran a tiré sur 3 navires et en a arraisonné 2 sur les 3. Le baril de Brent, du coup, a passé la barre des $100 ce matin. La Chine, de son côté, affirme que la priorité est de tout mettre en œuvre pour empêcher une reprise des hostilités. Alors, on va revenir sur la situation dans le détroit d'Ormuz, entre le blocus américain d'un côté et les tirs iraniens de l'autre. Est-il totalement bloqué? Quel impact sur la sécurité maritime et le pétrole avec le prolongement du cessez-le-feu? Les négociations, finalement, entre les États-Unis et l'Iran peuvent-elles reprendre? Mais alors, sur quelle base? Trump-Iran, une trêve inflammable. On en parle avec mes invités. Bertrand Besancenot est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France au Qatar et en Arabie Saoudite. En face de vous, Sébastien Habis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et directeur du Club Déméter, directeur de l'ouvrage Appétit stratégique et pivot agricole. Avec nous ce soir, nous avons Sébastien Regnault. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur spécialiste de l'Iran, auteur de La modernité iranienne, et c'est aux éditions de l'Harmattan. Nous avons en direct de New York John Rick MacArthur. Bonsoir John Rick, directeur du Harper Magazine. Tout dernier Harper, c'est How Seniors Became America's Ruling Class. Comment finalement les vieux, les seniors prennent le pouvoir finalement aux États-Unis. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Trump qui a donc imposé une prolongation du cessez-le-feu avec l'Iran, mais les forces navales iraniennes ont intercepté 2 navires qui tentaient de franchir ce détroit d'Ormuz. Ce sont les gardiens de la révolution même qui l'ont affirmé. On fait d'abord un point en image avec Valérie Lerouge. Une démonstration de force à Téhéran hier soir. À l'approche de l'expiration du cessez-le-feu, le régime iranien exhibe un missile balistique moyenne portée sur la place de la Révolution, accompagné par une foule compacte qui scande des slogans anti-Amérique et anti-Israël. Même scène dans plusieurs villes du pays, comme ici à Arak, plus au sud de la capitale. Dans la soirée, à la demande des négociateurs pakistanais, Donald Trump annonce prolonger le cessez-le-feu jusqu'à ce que l'Iran présente une proposition et que les discussions soient conclues d'une manière ou d'une autre. Mais ce matin, la tension reste forte et le bras de fer se poursuit dans le détroit d'Ormuz. 2 porte-conteneurs ont été visés par des tirs iraniens au large d'Oman, des attaques de la flotte Moustique, ces centaines de vedettes rapides du corps des gardiens de la Révolution qui sillonnent le détroit. De leur côté, les États-Unis maintiennent leur blocus dans la zone pour empêcher les pétroliers de sortir et assécher les finances de l'Iran. Ils veulent aussi se donner du temps parce qu'ils savent qu'une reprise des hostilités ne produirait pas forcément davantage de résultats que ce qui a été obtenu depuis le 28 février. Donc Donald Trump temporise, essaye de jouer la montre, essaye peut-être aussi de jouer la pression économique sur les Iraniens. Les négociations supposées se tenir au Pakistan se faisant attendre, les autorités ont fait rouvrir les rues de la capitale Islamabad ce matin. Bertrand Besancenot. Alors effectivement, le paradoxe, c'est que Trump décide, d'abord il a décidé tout seul, enfin unilatéralement en tout cas, cette prolongation du cessez-le-feu, il n'y a plus de nouvel ultimatum. Et en même temps, autour du détroit d'Ormuz, on voit bien qu'on est dans une situation explosive. Les Iraniens ont donc tiré sur 3 bateaux. Ce détroit finalement est-il une zone de guerre et sert-il de moyen de pression pour peut-être un jour les retrouver à la table des négociations? Écoutez, on assiste actuellement à une guerre des nerfs entre les États-Unis et l'Iran. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a apparemment une volonté des 2 protagonistes d'éviter le retour à un conflit généralisé. Mais en même temps, chacun reste sur ses positions et veut montrer sa détermination. Et donc, Ça passe par le détroit d'Ormuz. Voilà, et donc ça se passe finalement à cet endroit-là, c'est-à-dire d'un côté ce sont les Iraniens qui sont quand même, qui détiennent, si je peux dire, qui contrôlent en tout cas le Golfe,
mais à la sortie, ce sont les Américains de l'autre côté en Oman. Bon. On va voir la carte d'ailleurs, parce que c'est assez intéressant. Ils sont un peu à l'extérieur, hein, les porte-avions américains. Il y en a un en mer d'Arabie, le Abraham Lincoln, il y en a un en mer Rouge. Absolument. Et les Iraniens, eux, sont vraiment au sein du détroit. Mais ce qui est frappant, c'est que ça donne le sentiment d'un processus qui est quand même assez contrôlé de part et d'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, on veut montrer, les Iraniens veulent dire, écoutez, dans le Golfe et jusqu'au détroit d'Ormuz, eh bien, nous avons dit que tant qu'on bloquait nos ports, eh bien, nous empêcherions effectivement tout transit. Et de l'autre côté, les Américains disent, nous ne laisserons passer que ceux qu'on a envie de laisser passer. Bon. Donc, si vous voulez, pour le moment, et donc chaque fois qu'un navire ne respecte pas ces deux blocus, si je puis dire, eh bien, il est soit arrêté d'un côté, soit on lui tire dessus de l'autre. Enfin, mais ça reste contrôlé. C'est-à-dire qu'on voit bien, visiblement, jusqu'à présent, il n'y a pas de perte humaine, il n'y a pas de bateau coulé, mais il y a des signaux qui sont très clairs pour dire, voilà ce qu'est la règle, c'est nous qui l'imposons, chacun de notre côté. Chacun montre ses muscles à travers ce Absolument. détroit. Sébastien Regnault, vous êtes d'accord? C'est quand même une zone de guerre ou pas, ce détroit d'Ormuz? C'est plutôt une zone, vous savez, c'est un jeu d'échecs. Là. Chacun a avancé au maximum toutes ses positions pour bloquer l'adversaire et pour l'empêcher d'avancer. En fait, les États-Unis essayent de contrôler l'économie iranienne. Les Iraniens ont un impact sur l'économie américaine et mondiale. Donc chacun se tient, si vous voulez. Et c'est un rapport de force économique. En pensant, voilà, on va faire plier l'adversaire. Mais finalement, on voit bien que ce jeu-là n'aboutit à rien. Et on l'a bien vu, là, il y avait une réunion qui était prévue à Islamabad avant la prolongation de ce cessez-le-feu. J.D. Vance était sur le point de partir. Et les Iraniens ont dit non, mais nous, on s'y rendra pas parce que c'est pas sous la contrainte qu'on viendra négocier. C'est pas dans un rapport de force comme ça. De toute façon, eux demandent la fin du blocus avant de redémarrer une quelconque négociation. Voilà, c'est ça. Donc il y a le rapport de force, si vous voulez, militaire, le jeu d'échecs militaire, et puis derrière, il y a un peu du jeu de poker menteur entre politiques, où là, chacun va essayer de se présenter, parce que chacun se présente par rapport à sa base, c'est-à-dire le régime iranien parle évidemment à sa base, Donald Trump à sa base MAGA, etc. Donc chacun veut essayer de se présenter dans un rapport de force. Mais là, on a bien vu, parce que les signaux sont aussi extrêmement précis. Lorsque Donald Trump dit donne la main aux Iraniens en disant faites une proposition pour régler le problème d'une manière ou d'une autre. Là, il donne la main aux Iraniens pour dire maintenant, on va essayer de trouver une solution. Parce que finalement, on est dans l'impasse. Les deux protagonistes se rendent bien compte qu'ils sont dans l'impasse et il faut trouver une voie de sortie en réduisant la voilure des conditions vers lesquelles on veut aller. C'est des conditions extrêmement maximalistes de part et d'autre. Et donc, il va falloir que chacun fasse des concessions et trouve des compromis. Chacun joue la montre un peu, c'est ça finalement. Sébastien Abyss, l'objectif de Trump, en tout cas, et Scott Bessent, son secrétaire au Trésor, l'a dit, c'est de cibler les sources de revenus de l'Iran en imposant justement ce blocus. Voilà ce qu'il dit, Bessent. D'ici quelques jours, les sites de stockage sur l'île de Karg seront saturés et les fragiles puits de pétrole iraniens seront fermés. Donc ça peut coûter cher, très cher aux Iraniens. Alors oui, en effet, J'interroge l'économiste, là. Il y a une petite évolution depuis une dizaine de jours, c'est que ce blocus s'est doublé. On a deux blocus aujourd'hui. On a le blocus iranien et le blocus états-unien. Donc c'est sûr que par rapport à la situation avant fin février, où ce détroit fonctionnait, parce que liberté de navigation, parce que c'est pas un canal, parce que c'est un goulet d'étranglement, mais un aire stratégique pour l'énergie, mais aussi pour plein d'autres produits qui entrent dans le Golfe Persique pour les besoins des monarchies du Golfe. Je rappelle toujours l'importance de leur approvisionnement alimentaire. Ils ont besoin d'Ormuz, les monarchies du Golfe, pour leur couverture alimentaire. Donc on a un double blocus. Et c'est vrai que, comme toujours dans l'histoire, on voit des guerres évoluer avec des variables économiques. Il faut, pour faire la guerre, des moyens économiques, mais on peut aussi fragiliser l'adversaire sur le terrain économique. L'Iran, en frappant l'énergétique mondiale depuis un mois et demi, parle au reste du monde, à la fois aux voisins, rivaux, mais au reste du monde, et sensibilise du coup la communauté internationale par le volet énergétique et inflationniste. Et on voit que les États-Unis, un peu à court d'options sur le terrain militaire, ou parce que le match a été fait sur le terrain militaire, on ne va pas aller envahir l'Iran, mais on va essayer de l'asphyxier économiquement, sachant qu'il y a des points techniques, c'est-à-dire que ces puits iraniens, etc., au bout d'un moment, en fait, vous ne pouvez pas extraire si logistiquement,
le flux ne marche pas. Donc vous ne pouvez pas beaucoup stocker, il faut dégager. Et c'est vrai que ce double blocus aujourd'hui est quand même en train de nous faire entrer dans une inconnue à la fois économique et énergétique. Donc on ne sait pas encore si c'est un coup dur économique pour les Iraniens, parce qu'eux nient, ils disent même qu'ils n'ont pas de problème agroalimentaire. Si je peux me permettre, je pense qu'il y a deux choses à distinguer. C'est-à-dire que les Iraniens, au quotidien, depuis des années, c'est l'enfer économique, l'inflation et la dégradation des niveaux de vie. Là, le pari états-unien, c'est d'affaiblir le régime, ce qui est différent. Est-ce que l'Iran peut tenir en s'affaiblissant économiquement, peut-être plus qu'une démocratie? C'est tout le paradoxe. Maintenant, est-ce que le régime iranien est plus faible aujourd'hui qu'il y a 2 mois? Assurément, parce que sur le plan militaire, il s'en est pris plein la tête. Et économiquement, de toute façon, il va être sous asphyxie par ce blocus. Donc, évidemment, c'est une stratégie états-unienne. Ça fait partie d'une stratégie développée dont on ne mesure pas bien les effets à court terme et la capacité états-unienne à maintenir quand même ce type de pression, parce qu'on voit aussi que les États-Unis, et je rejoins ce qu'a dit Sébastien Regnault, c'est-à-dire Trump a quand même dit si vous faites un pas, on renégocie. Donc on voit bien que la balle est un peu dans le camp iranien. Oui, non, je voulais juste dire une chose, c'est-à-dire on assiste en réalité à une véritable guerre d'usure parce que les deux protagonistes sont persuadés chacun que le temps joue pour eux, si je puis dire. Effectivement. Et chacun joue la montre. Oui, joue la montre, effectivement, parce que les Américains pensent que de toute façon, en supprimant toute exportation de pétrole, eh bien, ils assèchent complètement les ressources de l'État iranien. Et les Iraniens sont persuadés que le président Trump veut en finir rapidement parce qu'il est pour des contraintes politiques et que donc, et l'impopularité, les marchés, enfin, etc. Donc, chacun est persuadé en réalité que le temps joue pour lui. Et c'est d'où la nécessité, effectivement, et c'est tout le rôle du Pakistan et des pays qui travaillent avec le Pakistan, parce que quand vous avez une impasse de cette nature-là, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui, en tout cas, puisse proposer des formules. On y viendra peut-être. Justement, John Rick, l'impact aux États-Unis, c'est d'abord la montée du prix de l'essence. Alors, les Américains râlent-ils suffisamment pour que Donald Trump, effectivement, joue la montre, ne veuille pas retourner dans un conflit ? Pas tellement. Jusqu'à présent, il n'y a pas suffisamment de colère anti-Trump pour vraiment changer la donne. Et c'est cela dont je voudrais parler sérieusement, parce que c'est le manque d'opposition aux États-Unis qui fait traîner l'affaire. Parce que Trump, il y a des pressions, bien sûr, il y a des pressions économiques, mondiales, etc. Mais du côté démocrate, le parti d'opposition ne joue pas le rôle traditionnel d'un parti politique d'opposition. Voilà encore, pour une troisième fois, la résolution pour invoquer les pouvoirs de guerre. C'est un acte qui a été promulgué en 1973 pour empêcher que Richard Nixon continue la guerre au Vietnam, a échoué par une voix démocrate. Alors, si le démocrate avait voté oui, il y aurait eu une confrontation constitutionnelle aux États-Unis qui aurait quand même un impact sur le débat. Mais pour l'instant, Trump se permet de traîner avec ses amateurs de diplomates. C'est l'absurdité d'envoyer encore de nouveau Kushner et Wyckoff pour négocier avec les Iraniens, les Pakistanais. On dirait qu'il n'y a plus de diplomates aux États-Unis. Tout le monde, le département d'État a été vidé de diplomates de profession. Alors, jusqu'à ce que le Parti démocrate se décide d'opposer la guerre, parce qu'il y a une bonne partie du Parti démocrate qui soutient la guerre. Ils n'ont pas la majorité, John Rick, au Congrès. Donc, pas une majorité. Non, mais c'est bien sûr, mais dans la Chambre des représentants, le marge la minuscule majorité républicaine peut être franchie. Ils ont presque franchi cette majorité, cette minuscule majorité, parce qu'il y a 2 républicains qui ont voté pour la résolution de la guerre, des pouvoirs de la guerre. Mais ce sont les démocrates qui font couler la résolution chaque fois que c'est présenté, parce que les classiques du parti, Schumer, toujours très wilsoniens dans leurs idées politiques, mais aussi très, très pro-Israël,
qui ont très peur du lobby israélien, qui soutient en effet la guerre contre l'Iran. Ils auraient voulu attaquer par d'autres moyens. Sébastien, Hillary Clinton, Anthony Blinken, tous ces gens-là sont au donc fond. il n'y a pas suffisamment de pression, même du côté de l'opposition, hein, vous dites. Sébastien Regnault, dans quelle mesure y a-t-il des dissensions internes en Iran? Parce que c'est en fait ce que dit Trump. Il dit c'est parce que le pouvoir iranien est divisé que du coup on n'engage pas de négociations. Est-ce qu'il y a effectivement des dissensions entre le guide suprême, le président du Parlement iranien, Khalibaf, le ministre des Affaires étrangères? Est-ce qu'il y a des pragmatiques, des moins pragmatiques? Oui, il y a des Parce que là, on sait que ce sont les plus, gardiens de la révolution qui ont pris le pouvoir, en fait. Voilà, mais non, il y a des divergences, c'est-à-dire qu'il y a les militaires qui ont une position militaire extrêmement dure, etc. Les diplomates qui ont des voix un peu plus conciliantes, etc. Le monde clérical, clergé, guide suprême en tête, qui va avoir une position forte. Donc, il y a des divergences, mais il n'y a pas de division au sens où on entend que, vraiment, il y aurait des fractures à l'intérieur du régime. Parce que, vous savez, c'est Montesquieu qui disait « l'honneur, c'est le préjugé que l'on a de soi-même ». C'est-à-dire que dans cette histoire, il y a quand même le sentiment du côté iranien qu'ils tiennent la partie dans cette guerre contre la première puissance économique mondiale. Donc, si vous voulez, il y a du côté de Donald Trump cette vision on est les plus forts, on a gagné la guerre. Du côté iranien, on est les plus intelligents, on a gagné la guerre. Et puis, finalement, personne veut lâcher un petit peu de l'Est dans cette négociation. Mais en revanche, enfin, je rejoins ce que votre interlocuteur disait à l'instant, la pression, si elle ne vient pas de la politique intérieure, elle vient de la situation économique mondiale. Oui. Parce que si ça dure, alors là, on va avoir un cataclysme économique au niveau mondial. C'est-à-dire que l'effet de la fermeture de Détroit d'Ormuz sur l'économie mondiale va être exponentielle plus le temps va passer. C'est-à-dire que pour l'instant, toutes les économies occidentales ont réussi à amortir le choc. C'est-à-dire qu'on a puisé dans les réserves stratégiques, etc. Dans les stocks, en fait. En Asie, il y a eu des problèmes déjà de pénurie, de rationnement, etc. Mais plus le temps va passer, plus ça va être difficile. Parce que les bateaux qui se sont chargés en février, ils ont été distribués en mars pendant la guerre. Absolument. Tous ceux qui n'ont pas été se charger en mars, là, on va avoir des effets. Hier, il y avait le gallon américain a atteint un pic. C'est-à-dire que l'effet dévastateur de cette guerre, c'est pour ça que là, je vois dans le changement de ton de Donald Trump, dans ce qu'il vient de dire, c'est très précis. Donnez-moi une manière de régler le problème et on le réglera. Parce que je crois que, voilà, de faire du triomphalisme, j'impose mes conditions, etc., il va sortir de cette impasse avec une demi-victoire, une demi-défaite, il va en faire tout un triomphe, mais je crois qu'il va vouloir sortir de cette situation le plus possible. Et J.D. Vance a un rôle à jouer dans cette situation, parce que lui, il a un horizon politique. Mais justement, Bertrand Besançon, ce qu'il faut, c'est qu'ils gardent la face, les Iraniens. Enfin, il faut trouver la formule entre les deux pour se remettre à négocier, alors que c'est très maximaliste des deux côtés pour l'instant. Oui, tout à fait. Non, mais on voit bien. Mais comme disait John Rick, on n'a pas des professionnels à la diplomatie là au sein de l'équipe de Trump. Donc non, ça, effectivement, l'équipe de Trump n'a pas exactement le niveau des négociateurs iraniens. Ça, c'est un fait. Mais si vous voulez, on voit bien, le président Trump veut pouvoir présenter un bilan en disant, après tout, j'ai décapité le régime, le programme nucléaire est arrêté, est stoppé en tout cas. Avec les Israéliens, j'ai réussi à détruire l'essentiel des capacités balistiques. Et puis, j'ai réouvert le détroit d'Ormuz. Bon, voilà la grande victoire. Et j'ai fait beaucoup mieux que l'accord nucléaire de 2015. Et du côté iranien, eh bien, ils se disent, non, le régime n'est pas tombé. Nous avons toujours des capacités balistiques importantes. Nous avons maintenant une nouvelle carte en main, un véritable joker, qui est effectivement, preuve est faite, que finalement, les Américains n'ont pas réussi à débloquer le détroit d'Ormuz, si je puis dire. Et donc, à ce moment-là, ils peuvent dire, nous gardons toujours cette menace. Si on veut éviter qu'il y ait de nouvelles attaques, eh bien, nous avons cette menace, cette capacité de dissuasion, c'est-à-dire, on peut prendre en otage l'économie mondiale, et ça, nous le conserverons. Bon. Donc, je veux dire, on voit bien les éléments. Ils ont intérêt, les Iraniens, à un moment donné, que ça s'arrête, parce que là, on ne sait pas quel est l'impact, justement, sur leur économie, parce qu'eux disent que ça n'a pas d'impact sur l'agroalimentaire en Iran, enfin, le blocus américain.
Non, mais le pays est détruit en grande partie, et ils savent très bien que de toute façon, si vraiment on continue à s'attaquer même à des infrastructures civiles, eh bien, à terme, ceci débouchera, c'est-à-dire si on ne peut pas relancer la machine économique, eh bien, ça débouchera sur de nouvelles manifestations, des manifestations de la faim. Bon, et donc effectivement, là, ils savent qu'à terme, c'est en tout cas un facteur de faiblesse. Bon, donc si vous voulez, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un jeu dont on a parlé, mais en même temps, il y a urgence à régler en tout cas le problème de la circulation dans le détroit d'Ormuz. Les autres sujets, dont le nucléaire, enfin on aura l'occasion d'en parler, peuvent à la limite attendre un peu, mais il faut trouver une formule sur la libération du détroit d'Ormuz, parce que sinon c'est l'économie mondiale, c'est-à-dire tout le monde qui paiera. Sébastien Abyss, $100 le baril de Brent. Ça, c'est un peu la première fois, me semble-t-il, qu'il a passé la barre des $100 aujourd'hui. Donc, augmentation du carburant aux États-Unis y compris. Les Iraniens donc, ont tout de même des stocks. Si ça dure, ça va être quoi l'impact sur l'économie mondiale? Ça va être très rapide finalement, puisqu'on voit déjà les conséquences immédiates. C'est devenu une arme économique, ce détroit d'Ormuz. C'est une arme de guerre. Oui, mais de toute façon, ça a été dit par monsieur l'ambassadeur, l'Iran a deux cartes géographiques, en fait, taper l'énergétique mondiale et le détroit d'Ormuz. Donc pour négocier, en fait, ces deux cartes sont importantes, sachant que sur le volet nucléaire, je ne vois pas pourquoi les Iraniens, aujourd'hui, lâcheraient le nucléaire dans les circonstances actuelles. C'est l'autre monnaie, évidemment, massive. Donc mais quel est l'impact aujourd'hui économique mondial? Parce qu'avec un baril de pétrole à 100, qui passe les $100... Eh bien, précisément. C'est-à-dire que, au-delà de l'impact local sur les économies du Golfe, côté iranien ou côté des monarchies golfiques, il y a d'ores et déjà, en Asie, des mesures drastiques de prise, faute de carburant disponible, parce qu'il n'y a pas juste une inflation du prix, il y a des problématiques de disponibilité, d'approvisionnement de volume. En Europe, nous allons tout droit vers de l'inflation alimentaire, mais pas que, parce que nous avons besoin d'énergie dans beaucoup de secteurs industriels, nous sommes très dépendants des fossiles, et au lieu d'expliquer qu'on doit accélérer la décarbonation dans le contexte actuel et notre narratif climatique depuis 10-15 ans, nous nous plaignons de voir le prix du pétrole augmenter à la pompe. Vrai paradoxe dans notre narratif autour de la décarbonation. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'il va y avoir des problèmes à court terme, parce qu'en effet, les bateaux qui étaient partis fin février sont arrivés courant avril. Donc là, ça va encore. Mais à partir de juin, ça va se tendre. Il y a un sujet, par exemple, dont on parle trop peu, c'est le manque de kérosène sur l'aérien. Oui, on commence à en parler. Hormuz est fermé, mais on a 20% du trafic aérien mondial à l'arrêt depuis 50 jours, compte tenu des plateformes et des hubs aéroportuaires du Golfe. Mais nous avons un carburant aérien qui va venir à manquer à partir de début juin, et en Europe, on n'a pas de réserve. Donc il y aura des annulations de vol. Soit il y aura de l'annulation, soit il va y avoir du renchérissement, mais en tout cas, il va y avoir des ajustements. Et d'ores et déjà, en Italie, vous avez des aéroports qui annulent des vols ou qui les reportent, faute de disponibilité de carburant. Plus Hormuz est bloqué, plus l'effet va être croissant sur l'ensemble du monde. N'oublions pas les conséquences d'ores et déjà aussi en Afrique sur l'énergie, les engrais, et donc la sécurité alimentaire avec ce que ça peut générer d'un point de vue sociopolitique. John MacArthur, il regarde tout de même, on peut dire que il regarde les marchés, Donald Trump, ça l'importe, les marchés, et le cours du pétrole, donc ça le pousse effectivement à jouer la montre, à peut-être ne pas se relancer dans le conflit, à votre avis? Trump, c'est un fou. Il ne pense pas du jour au lendemain à des raisonnements, à des idées logiques qui pourraient résoudre la crise. Mais il est sensible, bien sûr, au cours de pétrole mondial, etc. Il y a ses copains qui sont furieux. Mais finalement, les Iraniens ont un peu la logique morale de leur côté, parce que c'est les États-Unis et Israël qui ont déclenché la guerre. Le blocus du détroit d'Ormuz, c'était une tactique, et ça continue d'être une tactique contre-offensive ou défensive, alors que le blocus américain contre les ports iraniens, c'est un acte de guerre. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas un expert en droit international, mais à mon avis,
de faire blocus contre tous les ports iraniens, c'est un acte de guerre contre l'Iran. Donc, il faudrait que des adultes, des diplomates, des gens sérieux s'en occupent. Et à l'instant, il y a un président presque fou, à moitié fou, il compte sur les marchés de réagir chaque fois qu'il prononce la paix. Vous avez vu dernièrement, il annonce on est très proche d'un accord de paix, etc. La bourse, ça monte tout de suite. Alors, ça baisse, c'est en baisse maintenant. Alors, il croit vraiment que de jouer la comédie de télévision, de vedette de télévision, de réalité de télévision, va continuer à faire rouler l'économie mondiale. Mais à un moment donné, ça ne va plus marcher. Oui. Et il y aura peut-être quelqu'un dans l'administration américaine qui va lui dire « Arrêtez, Monsieur le Président, ça ne peut pas continuer ». Sébastien Regnault, alors c'est intéressant parce qu'il y a cet article du Wall Street Journal d'ailleurs qui montre le portrait d'un président agacé par la guerre, ou même qui est impulsif, véritablement si impulsif que parfois ses conseillers le mettent même à côté quand ils se consultent en fait ensemble. Donc le paradoxe c'est qu'on se retrouve avec une Amérique effectivement cet aspect imprévisible, impulsif, et puis un Iran qui en fait joue un peu le beau rôle alors que c'est un régime répressif qui continue d'ailleurs à être très répressif vis-à-vis de sa population, puisqu'il y a des pendaisons, il y en a encore une, il me semble, hier. Et ils apparaissent presque comme... ils jouent le beau rôle, quelque part. C'est vraiment le monde à l'envers. On assiste vraiment à une situation de renversement total de situation. En fait, il a plus que commis une erreur, il a vraiment commis une faute, le président américain. C'est-à-dire que en rentrant dans cette guerre, c'était couru d'avance, cette histoire de détroit d'Ormuz. Moi, quand j'étais en Iran, il y a des officiels qui me disaient, nous, on n'a pas besoin de l'arme atomique, on a le détroit d'Ormuz. Donc, vous voyez un petit peu déjà, à l'époque, il y a une dizaine d'années déjà, et tous les présidents américains, toute l'administration, les militaires, etc., savaient que cette question-là était extrêmement sensible. Et on a un renversement, ça c'est Donald Trump qui donne vraiment un cadeau à l'Iran, si vous voulez, par son comportement, où finalement les gens raisonnables et rationnels qui ont un discours relativement mesuré sur la diplomatie, je parle de diplomatie dans la diplomatie mondiale, et du côté iranien, et le côté erratique, saute d'humeur, etc., et du côté américain. Donc c'est vraiment une espèce de retournement de situation. Monsieur l'ambassadeur, là-dessus, parce que c'est vrai que c'est... Non, mais tout à fait. Non, mais il ne faut pas simplement oublier une chose, c'est que finalement... on oublie finalement l'éléphant qui est dans le magasin, c'est-à-dire M. Netanyahou. Bon. Et c'est quand même M. Netanyahou qui a finalement réussi à manipuler le président Trump, de même que Trump s'était fait manipuler par Poutine, et ben il s'est fait manipuler par Netanyahou. Donc nous avons à Tel Aviv un fanatique qui réellement veut, entre guillemets, finir le travail, et c'est lui qui finalement a persuadé le président Trump que ça prendrait 4-5 jours et que ça marcherait comme au Venezuela, c'est-à-dire à partir du moment où on décapitait le régime, eh bien, les choses viendraient par la grâce de Dieu. Bon, eh bien, c'est pas du tout ça qui s'est passé pour les raisons qui ont été évoquées, et ce n'est pas la faute des militaires américains, parce que eux sont des planificateurs tout à fait sérieux, donc je pense que eux avaient prévenu, c'est pas tout à fait par hasard, et dans l'article du New York Times, on voit très clairement que non seulement Vance, mais le Pentagone avait quand même alerté sur les dangers de l'opération. Oui, mais alors cette imprévisibilité de Trump au départ, on aurait pu se dire que c'est un peu une arme en diplomatie, et aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Non, mais lui, il l'a toujours présenté comme étant justement la politique du fou, c'est-à-dire effectivement, en étant totalement imprévisible, eh bien, on peut obtenir le meilleur deal. Bon, mais la réalité, n'est pas du tout celle-là. Et effectivement, il s'est laissé entraîner, il ne sait pas très bien comment en sortir, et aujourd'hui, donc finalement, il fait son jeu de théâtre, mais ça ne prend pas. Et ça commence à durer. Alors justement, le Royaume-Uni qui a annoncé accueillir aujourd'hui et demain des militaires d'une trentaine de pays pour discuter justement de la formation d'une mission pour protéger la navigation du détroit d'Ormuz. Vous le disiez, aujourd'hui, c'est le commissaire européen chargé de l'énergie qui vraiment tire la sonnette d'alarme aujourd'hui, puisqu'il parle d'une crise probablement aussi sérieuse que celle provoquée par le choc pétrolier de 1973 et l'invasion russe de l'Ukraine. On l'écoute. Cela doit être un signal d'alarme et un tournant décisif qui incite l'Europe à s'affranchir de sa dépendance aux énergies fossiles et à s'engager sur la voie de l'autonomie énergétique propre.
C'est aujourd'hui une évidence. L'énergie propre est synonyme de sécurité. Elle est synonyme d'accessibilité financière. Elle est synonyme d'indépendance. Sébastien Haby, c'est vrai qu'il y a une sorte de contradiction là, dans la politique européenne, puisque tout d'un coup, c'est sauf qui peut, il faut électrifier toute l'Europe, alors qu'il y a eu un recul sur le pacte vert l'année dernière. On était justement en train de retarder toutes les échéances sur les véhicules électriques et pas seulement. Donc là, il y aurait un nouveau revirement au sein de la politique européenne parce qu'elle se rend compte, cette Europe, qu'elle est encore trop dépendante. Vous savez, il y a deux choses que j'aime rappeler régulièrement. D'abord, si on veut sortir du tout pétrole, il faut plus d'agricole. C'est grâce à l'agriculture qu'on va faire de la biomasse et comme on l'a toujours fait dans l'histoire avant l'irruption du pétrole, on va utiliser les productions agricoles pour faire des bioénergies. Nous pouvons le faire en Europe, à condition de miser sur l'agricole. Deuxième paradoxe européen... Le problème, c'est que là, vous êtes dépendant des engrais, et là aussi, ça dépend. La problématique du détroit d'Ormuz. On peut aussi trouver des alternatives aux engrais minéraux, on peut réutiliser nos déchets, animaux, végétaux, humains, pour faire des engrais. Simplement, il faut se réhabituer à certaines... inconforts olfactifs, sobriété. etc. Voilà, sobriété. Et puis il y a un deuxième paradoxe, moi quand même, qui m'interpelle de plus en plus, c'est que nous avons encore des énergies fossiles en Europe qu'on ne veut pas utiliser. Je ne dis pas qu'il faut redevenir extractiviste, mais on a quand même un comble. C'est qu'aujourd'hui, nous importons du pétrole et du gaz du reste du monde. Donc on finance les transitions, parfois même énergétiques et climatiques des autres. Nous finançons ces importations à des coûts très élevés aujourd'hui. Nous sommes dans des dépendances géopolitiques. Et nous n'exploitons pas certains champs gaziers qu'on a en mer de Barents au large de la Norvège. Il y a encore des champs gaziers aux Pays-Bas sous Groningue. Il y a du gaz de schiste qu'on peut faire. Bref, le alors, narratif ça pose des tas de problèmes européen environnementaux, le gaz de schiste. Mais en oui, même mais, temps, alors. le problème, c'est qu'on les importe de l'extérieur. Ce que je veux dire par ce paradoxe, je ne dis pas qu'il faut redevenir extractiviste européen. Il faut juste être cohérent dans notre narratif sur nos transitions climatico-énergétiques. Oui, et donc nous avons été laxistes, c'est-à-dire qu'on a été ravis finalement de payer pas cher le pétrole, d'acheter pas cher des produits chinois, et donc effectivement c'est tout ceci que nous payons. Nous avons décarboné nos économies en délocalisant nos productions. Oui, absolument. Mais vous voyez, ces guerres, quand même... Voilà, cette guerre, elle révèle tout de même que l'Europe est encore en retard dans sa politique d'indépendance énergétique. Alors que il y a quand même eu une invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, à ce moment-là, il y a eu déjà un vrai problème énergétique sur les prix. Eh bien, en quelques années, finalement, l'Europe n'est pas encore... C'est là tout le problème, si vous voulez. La Russie, c'est la première réserve de gaz au monde. L'Iran, c'est la deuxième réserve de gaz au monde. Nous avons un lien très fort, si vous voulez, entre ces deux guerres qui ont été... C'est des guerres de la dépendance à la ressource, si vous voulez. On est passé dans un monde où, finalement, la dépendance à la ressource devient la source... On était dans une économie de marché où tout était libéral, tout le monde pouvait s'échanger, etc. On est passé à une dépendance à la ressource, où tout ce qui devient de la dépendance, c'est-à-dire, évidemment, pétrole, gaz, mais aussi les terres rares, l'agriculture, évidemment, puisque en fait, c'est les marchés de première nécessité, en fait, de première nécessité, devient un phénomène mondial. Et donc, ces deux réserves de gaz au monde, Russie, Iran, faut y voir un lien très fort avec ces guerres actuelles. C'est les deux pays qui sont en guerre. Et John Rick, alors justement, l'Europe importe plus de gaz naturel liquéfié des États-Unis. Ça, c'est aussi un impact direct. Donc, c'est ça que aussi Donald Trump souhaite, non ? Ah oui, il en parle souvent. Dernièrement, il s'est vanté, c'est de la fantaisie, qu'il y a des navires qui viennent tous les jours chercher du gaz dans des ports américains, etc. On n'a plus besoin du Proche-Orient, du Moyen-Orient pour fournir le pétrole, etc. Mais c'est une absurdité dans un marché mondial. Et bien sûr, ça ignore les besoins, les nécessités en Europe. Il adore se moquer des Européens, de l'Union européenne. Mais ce que je voulais soulever, c'est la question du nucléaire en Iran. Parce que ce n'est pas seulement la bombe atomique, ce sont les centrales nucléaires dont on parle. Est-ce que les Iraniens voudraient, je pose la question pour le plateau entier, est-ce que les Iraniens voudraient faire construire des centrales nucléaires comme en Europe? Parce que aussi, c'est un pays très sophistiqué. Et ils ont déjà, je vous assure, il n'y a plus d'ambition de faire construire une bombe atomique en Iran. Ah, c'est un débat. Et c'est un débat.
mais il y a quand même un débat sur la construction de centrales nucléaires. Et ça remonte à la dispute entre le Shah, le dictateur de l'Iran, et Richard Nixon et Henry Kissinger. Kissinger et Nixon ont dit non, absolument pas, on veut pas que vous allez déstabiliser le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Et déjà, les Israéliens possédaient des armes nucléaires. On ne veut pas faire une concurrence. Mais il y a quand même une fierté nationale qui joue en Iran, qui voudrait faire construire des centrales nucléaires et produire de l'électricité, comme on fait en France. C'est une vieille histoire, hein, monsieur l'ambassadeur, cette histoire justement du nucléaire iranien, effectivement, même le Shah. Et alors, il y a cette problème. Est-ce que c'est pour du nucléaire civil ou pas? L'Arabie Saoudite aussi aimerait peut-être avoir des centrales nucléaires civiles pour l'électricité. Là, on n'était pas, quand on parle d'uranium enrichi, c'est 440 kilos. Là, c'était de l'uranium enrichi pour pas à des fins de nucléaire civil. Non. Mais est-ce que ça pourrait rentrer dans les négociations, justement, de laisser les Iraniens avoir des centrales nucléaires civiles? Oui, tout à fait. Non, mais c'est-à-dire, je crois que personne en réalité ne peut leur dénier le droit d'avoir des centrales. Ils ont déjà Boucher, il ne faut pas l'oublier. Bon. Mais donc, il peut y en avoir d'autres. Simplement, si vous voulez, quand vous développez à 60%, si vous voulez, l'enrichissement de l'uranium, naturellement, ce n'est pas une destination civile, c'est clair et net. Donc, si vous voulez, le débat, il est là. Et on voit bien dans les formules qui sont envisagées, qui sont négociées actuellement, eh bien, il y a à la fois les Iraniens qui veulent garder le principe, quitte à suspendre l'enrichissement de l'uranium pendant quelques années, mais garder le principe parce que justement, ils veulent quand même se réserver le droit. Et l'autre aspect, c'est naturellement... Donc garder le droit d'avoir une capacité nucléaire. Oui, bien sûr. D'enrichissement, oui. Et d'autre part, si vous voulez, vous avez effectivement les 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Eh bien, ça, effectivement, il y a des techniques pour diluer choses. Et c'est là-dessus que des compromis ont déjà été évoqués. Mais ça sera effectivement le vrai débat. Pour le moment, vous avez des positions de principe. Mais là, à mon avis, on peut trouver des compromis. C'est pas sur le nucléaire. Oui, il y a des niveaux, si vous voulez, d'enrichissement. Avant la guerre, il y avait déjà des propositions où les Iraniens, ou la partie américaine, étaient en train de voir si on ne pouvait pas accepter que l'Iran fasse de l'enrichissement à un niveau symbolique, 1, 2, 3%. Enfin, ça reste à des niveaux, si vous voulez, qui sont très, très éloignés d'une ambition nucléaire militaire. Ouais. Et c'est là, si vous voulez, il y a des grades. Alors, il y a ce stock d'uranium enrichi, et ça, c'est un outil d'indépendance nationale, de souveraineté. Là, votre correspondant l'expliquait bien aussi aux États-Unis. C'est-à-dire que le nucléaire, c'est pas seulement un aspect technique, c'est aussi un aspect politique. Il y a une dimension d'indépendance. Et les Iraniens, depuis de nombreuses années, ont une revendication d'indépendance qui existait déjà à l'époque du Shah. La République islamique n'a repris que les plans qui avaient été d'ailleurs souvent suggérés par les États-Unis à l'époque du Shah sur le nucléaire iranien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une continuité permanente. Ils ont arrêté d'ailleurs tout enrichissement au tout début des années 80 parce qu'ils disaient que c'était trop cher. Et puis avec la guerre en Irak, ils s'y sont remis parce qu'ils trouvaient que ça pouvait avoir une utilité de dissuasion, si vous voulez. Et donc c'est là où il y a un système clandestin qui est rentré en ligne de compte. Mais si vous voulez, entre le civil et le militaire, il y a des gradations énormes. Et tout est une question de droit après. Mais alors une position extrémiste comme celle de Netanyahou, enfin d'Israël, qui ne veut absolument pas d'enrichissement d'uranium en Iran, c'est là où on pose, il y a un gros problème. Un mot sur les conséquences, justement, pour en revenir au détroit d'Ormuz, Sébastien Habis. À votre avis, est-ce qu'on retrouvera un principe de libre navigation dans ce détroit, ou est-ce qu'on peut se dire que c'est terminé, qu'il va y avoir des péages maintenant? On va se retrouver dans une guerre des détroits, celui de Malacca, que finalement les États-Unis et d'autres puissances vont tenter de mettre la main sur les détroits, que c'est terminé ce principe de libre navigation sur les mers, cette liberté de circulation. Évidemment, il faut ne pas le souhaiter, puisque on a un système de fonctionnement dans les relations internationales et économiques qui fait que les passages maritimes sont libres, à la différence du canal de Panama et de Suez, parce que c'est des passages artificiels, et donc c'est normal qu'on passe un droit de douane et qu'on paye une taxe. Si demain, tous les passages maritimes naturels sont payants, Douvres, Malacca,
Hormuz, Bab el-Mandeb, on rentre dans un système économique international différent. Et puis, qui va faire le passage à la caisse, parce qu'Hormuz, je rappelle que Oman est quand même un peu concerné par l'affaire, etc. Bon. Donc, premier point. Deuxième point, évidemment, la mer est souvent en phase avancée sur la terre. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, sur le théâtre maritime, c'est un peu la loi du plus fort encore qui domine. Il y a un droit qui n'est pas complètement respecté, parfait, c'est grand l'océan, etc. Et donc, il ne faudrait pas donner de mauvaises idées au mode de fonctionnement des relations internationales par ce qui est en train de se transformer ou négocier sur le maritime. Et c'est vrai que là, pour le coup, les États-Unis, ce blocage aujourd'hui à Hormuz ne se fait pas non plus dans un cadre juridique international concerté, légal. Donc, ils étaient un peu garants de ce principe de liberté. C'est pour ça que c'est très paradoxal. Les États-Unis. Donc, et c'est ça pour moi qui est très frappant. Tout à l'heure, on parlait un peu du renversement de narratifs, etc. Je parle sous le contrôle de John Rick aux États-Unis, mais on a quand même un président des États-Unis qui s'affranchit un peu du droit international avec cela, mais il a eu aussi des propos sur le fait qu'il allait anéantir une civilisation. Si ce n'était pas le président des États-Unis qui avait prononcé cette phrase, qu'est-ce qu'on aurait dit autour d'autres leaders et d'autres régimes? Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la Chine, paradoxalement, parce qu'on n'a pas parlé de la Chine, mais paradoxalement, la Chine s'affiche au reste du monde comme un élément de stabilisation. Et d'ailleurs, dans les négociations au Pakistan, il ne faut pas oublier le jeu de la Chine, qui ne négocie pas en direct, mais qui est bien sûr aux manettes sur le Pakistan. Et Donald Trump, il a un grand rendez-vous, c'est sa bilatérale avec Xi Jinping au mois de mai. S'il la reporte une deuxième fois, ce sera un aveu de faiblesse face à une Chine de plus en plus puissante. Oui, je voudrais terminer sur une lueur d'espoir, si je peux dire. Effectivement, il y a cette rencontre entre la Chine et les États-Unis. Trump-Xi Jinping, oui, au mois de mai. Et là, effectivement, on sait que les Chinois jouent un rôle important. Alors d'abord, ils ne veulent pas qu'il y ait justement qu'on change la loi internationale, la convention de Montego Bay. Les pays du Golfe n'en veulent pas non plus. Sur la libre circulation dans les mers. Absolument. Donc il y aura quand même une forte résistance à ce qu'on modifie cette règle. Les Chinois ne veulent pas donc revenir sur la liberté de circulation dans les mers. Non, mais c'est parce que c'est leur intérêt tout simplement. Et le dernier point, parce qu'on a quand même très peu parlé du Pakistan et des pays qui sont avec lui, parce que si on veut avoir un minimum de lueur d'espoir, je crois qu'effectivement le rôle du Pakistan, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, l'Égypte, etc. est très important parce que eux parlent à tout le monde. Donc ils peuvent faire pression à la fois d'un côté sur les Américains, de l'autre, et notamment avec l'aide de la Chine, sur l'Iran. Et donc finalement, s'il y a une lueur d'espoir, elle viendra de ce que réussiront les Pakistanais. Et donc ne pensons pas que c'est perdu d'avance, même si nous sommes dans une phase où il y a tout un jeu politique et faussement diplomatique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, John Rick MacArthur, merci d'avoir été avec nous en direct de New York. Bertrand Besancenot, merci beaucoup. Sébastien Abyss, Sébastien Regnault, merci encore. On se retrouve demain pour un nouveau débat.